Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue ici. Nous sommes à Mont-Royal. À Mont-Royal, nous sommes au Canada, à Montréal plus précisément. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Mamadou Herman qui se trouve être, je ne sais pas, au Canada on dit boss. Voilà, on dit boss au Canada, mais il se trouve être le responsable d'une structure de défense des droits de l'homme. Et il est en séjour en ce moment-ci au Canada. Alors le PAGED, ça nous intéresse. Que veut dire PAGED exactement? Je sais que c'est une structure. Bon, moi j'en sais quelque chose, mais je voudrais que les gens qui nous suivent là-bas puissent découvrir un peu c'est quoi le PAGED. Ok, merci. Le PAGED, c'est un cycle ou acronyme, si vous voulez, qui veut dire programme d'assistance de qualité. En fait, déjà, en rien que d'intituler de notre organisation, du tout. C'est un programme d'assistance juridique pour l'égalité. Donc nous militons pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Bien que la loi elle-même prévoit déjà que les citoyens sont égaux devant elle, en théorie, en réalité, il y a toujours le deux poids deux mesures. Donc nous voulons que tout soit réellement, que tous les citoyens soient réellement égaux devant. Je suis très intéressé par plusieurs mots dans cet acronyme. Il y a le mot assistance. Assistance. Que veut dire le mot assistance dans votre entendement, vous, en ayant organisé une telle organisation? Nous sommes une organisation composée essentiellement des juristes et les étudiants en droit. Et en toute personne qui peut venir aussi, parce que d'abord ceux qui tiennent l'appareil sont juristes. Donc nous assistons des citoyens congolais qui n'ont pas de quoi saisir le justice. On dit que la justice est gratuite. En théorie aussi. Elle n'est pas gratuite parce qu'elle est gratuite. Il faut payer de l'argent, les requêtes là pour déposer d'abord à Brazzaville pour saisir le tribunal, il faut payer 25 000 euros. C'est déjà là. Après avoir gagné le procès pour faire exécuter une décision, il faut de l'argent. On gagne ce justice. Et les personnes souvent hésitent d'aller en justice parce qu'ils se disent que nous on n'a pas de parents. La justice c'est pour une certaine catégorie de personnes. Donc ils viennent auprès de nous, nous sommes leurs ministres, leurs députés, leurs généraux. Parce que nous faisons en sorte que nous les assistons pour, d'abord même en rédigeant les requêtes, les plaintes, en les diffusant, en les conseillant sur les procédures engagées, dans les affaires civiles, pénales. Donc il faut bien dans l'organisation de ne pas accuser pour faire du sang-corps. Parce que si la Cour de justice, on ne sait pas comment orienter l'affaire, on saisit n'importe comment. Quand on débute, on accuse la justice. D'accord? On n'a pas bien fait le travail de début. Dans cette assistance-là, nous écoutons qui nous dit et nous regardons comment est-ce qu'on peut les orienter. Pour certains, quand on voit la gravité de l'affaire, on peut prendre notre argent de la structure pour accompagner certains catégories. C'est quand même un paradoxe. À vous entendre parler, c'est un paradoxe. On demande aux gens d'aller vers la justice, mais la justice met des barrières en termes de finances, en termes de facilité. Et vous, dans votre structure, lorsque vous dites assistance, vous assistez les gens pour une certaine gratuité, quel est le genre d'assistance que vous apportez réellement? C'est vrai qu'il y a l'assistance technique, puisque vous êtes des techniciens qui connaissez le droit, mais est-ce que vous avez d'autres genres d'assistance que vous apportez? Pourquoi pas? Oui, c'est paradoxal, comme vous dites, comme je vous ai dit en amont, que la justice est gratuite. Elle est déclarée gratuite au Congo, la justice est gratuite. C'est déclaré comme ça. Mais de l'autre côté, tous les actes de justice sont payants. Il n'y a rien de gratuit pour le Congo. Tous les actes, le dépôt de la plainte déjà, auprès des camions de justice, c'est 25 000. Pour déposer une requête au civil, c'est 25 000. Même pour payer le transport de l'agent, pour aller, même pas l'admission encore, l'agent du tribunal qui va déposer la convocation, souvent on vous demande de délivrer. Les convocations sur que le parquet délivre à certaines personnes, on paye des livres. Vous voyez dire pour une maman qui vend du coco, qui a un problème, tous ces montants-là pour arriver à faire de tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, nous, techniquement d'abord, c'est comme vous avez dit, que nous assistons, nous entendons, nous rédigeons, nous ouvrons. Le PAGED a développé. Le PAGED a la partie consulting, c'est-à-dire la consultation juridique, et il y a la partie défense des droits sociaux. Dans la partie consulting, c'est-à-dire que vous avez un problème
qui ne rentrent pas dans le cadre de violation de droits humains. Vous êtes un citoyen, vous êtes victime d'une escroquerie par une autorité qui n'engage pas ses fonctions. C'est juste son nom influence les magistrats, les citoyens et même les services. Et même certains services. Alors, et si on perd soit c'est pas le droit qui est vieux. C'est pas le droit, c'est un droit de droit commun. Vous avez fait une affaire avec une personne qui peut vous payer parce qu'il bénéficie d'une certaine posture. Pas encore protection. Il faut encore jouer de la protection. C'est juste une posture. Une influence comme ça parce que c'est X, les gens pensent que l'idée au-dessus. C'est simplement logique. C'est nous aussi qui donnons le pouvoir de la possibilité à ces gens-là de marcher sur nos yeux. Ils n'ont pas le pouvoir pour nous, ils n'ont pas la protection. Parce que nous, en tant qu'étant dans les pages, depuis 2017, nous sommes rendus compte que les gens qui ont fait les autres n'ont pas la protection. Ils jouent juste avec leur posture, leur titre pour influencer les autres. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de droits humains. C'est quelqu'un qui vient vers nous pour une consultation juridique. Il peut payer ses frais de la manière qu'on peut s'arranger voir l'ampleur de son problème. Les conflits partiels, voilà, donc qui peut permettre aussi à la structure de vivre. On a des droits. C'est là des montées de 20 kilos, nous avons des droits. Mais de l'autre côté, les droits humains, c'est quand, par exemple, le cas de violation des droits humains, le cas des arrestations arbitraires, les détentions illégales, la torture, le cas de la torture. Ça, à ce moment-là, c'est carrément la violation des droits humains. Et nous intervenons à ce genre de problème et nous intervenons en faisant des recommandations pour le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement d'abord qui est le premier défenseur des droits humains. C'est d'abord lui, l'État comme l'État, qui est le premier défenseur des droits humains par son ministère de la Justice, qui est d'abord le ministère de la Justice, des droits humains et des promotions du peuple autochtone. C'est d'abord le Il faut quand même différencier les droits humains avec l'ensemble des faits juridiques qu'on peut avoir dans notre société. Voilà, il y a un méli-mélo, il y a un mélange, il faut connaître pour avoir des formations. Donc, les droits humains, c'est. Il y a les droits communs, il y a les droits internationaux, qui rentrent souvent les droits internationaux, c'est les droits humains. Quand on parle de droits internationaux, très souvent, c'est la voiture des droits humains. C'est une convention internationale. Alors, nous regardons aussi le côté des droits communs, rien à voir avec l'État, c'est les problèmes des citoyens, qui sont souvent aussi perdus parce que les avocats, c'est qui sont censés conseiller. D'abord, l'avocat joue le rôle du conseil. Au lieu d'aller souvent au judiciaire, d'abord commencer par le conseil avant d'aller dans un combat où le client sera perdant en amont déjà. Et, en fait, il y a une faille sur toute la chaîne de la justice congolaise. Ça, je le dis en tant que président du PAGED, avec de ce que nous avons, sur le terrain, on parle en connaissance de cause. On ne donne pas les indications comme ça, non, on a des dossiers. Ou si on n'a pas vraiment de courage, on peut même dire que ces pays-là, on ne sait pas si ces pays-là sera vraiment en jour. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan de la justice, il y a une grande réforme de la justice qu'il faut faire au pays? Il y a vraiment une réforme sur toute la chaîne. Commençons par la police judiciaire. Les greffiers, les huissiers, les avocats, les notaires et les magistrats. Il ne semble pas sans ignorer qu'à chaque message du chef d'État, on condamne le comportement déviant de la justice. Les huissiers et les justices. Mais c'est comme si les gens se sont fichés un peu des messages de la nation du chef d'État, malgré les cris du chef d'État sur le comportement déviant de magistrats. Mais c'est comme si rien ne se passe. C'est comme si on prend avec la culpabilité. Récemment, j'ai suivi le ministre Christian Sassou dénoncer ça publiquement lors d'une conférence de presse qu'elle avait tenue. Pour dire que la justice est un problème au niveau du pouvoir. Même eux, des autorités reconnaissent que la justice, à plus forte raison, des États lambda, qui vivent au quotidien ces déviances-là. C'est pas vu. J'insiste encore, c'est quand même paradoxal de dire aux gens d'aller vers la justice et de mettre des barrières pour que ces gens n'y aillent pas. Vous imaginez que nous avons les dossiers en ce moment-là où même les procureurs de la République mêlés dans un fond d'écriture publique. C'est-à-dire un procureur public pour protéger une personne poursuivie pénalement dans sa chambre, il est dans sa chambre, il est
procureur pour faire échapper l'inculpé de sa faute, vont fabriquer le faux document de la cité qui sont produits par un magistrat, un procureur public. Et nous avons saisi l'inspection générale de la justice pour dénoncer ces derniers. Nous avons saisi la primature et le ministère de la justice. Mais ces derniers toujours là. Vous imaginez? Mais si les allégations, on tient les conférences de presse comme pas comme ça au Congo-Brazzaville, on invite les médias, on tient les conférences de presse où on dénonce nommément. Nous ne passons pas sur les réseaux sociaux pour insulter. Nous tenons des conférences de presse d'une manière professionnelle. On invite les médias nationaux et après on voit la note de position aux autorités pour leur informer de ce que nous avons dit lors de notre conférence de presse. Mais ça reste sans suite. Donc c'est comme si j'étais complice de tout ces défenses. Ça, c'est clair. Ça, c'est le côté droit commun, si on peut dire comme ça. Mais dans le cadre de vos attributions, vous savez, peut-être ce qu'il y a de plus fort chez vous, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, quel est l'état des droits de l'homme au Congo? Bon, l'état des droits de l'homme au Congo, en tout cas, si on fait les constats, est très amer. Très, très amer. Il n'y a pas des avancées significatives. Ce ne sont que des slogans, ce ne sont que des mots. En tout cas, d'abord, nous, en créant le projet en 2017, c'est suite aussi à un constat. Vraiment, quand on est étudiant congolais, on ne sait pas comment ça se passait. Mais nous avons mis des moyens pour créer du projet parce que c'est comme s'il n'y avait pas des organisations pour nous. Et les organisations pour nous, quand nous sommes rentrés, on a trouvé la DUC, on a trouvé l'OCDH, on a trouvé pas mal des organisations qui font bien le travail sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme si le jeune n'existait pas. Aucune autorité respecte les organisations de l'ensemble. Un État, on le reconnaît par le respect de lois que lui-même vote. Les lois sont faites, pas par nous, les organisations de droits humains. Les lois ne sont pas votées par nous. Quand on viole un article d'une loi, on appelle toute la loi. C'est la loi qui est violée. Au Congo, la peine de mort est abolie. Et pour que la personne, tel qu'aux États-Unis, pour tuer un criminel, il faut que ce jeune-là passe d'abord devant une cour, devant un tribunal. Suite à la condamnation, on prononce les sanctions qui sont prévues par leur loi. Mais chez nous au Congo, je suis d'accord qu'un citoyen congolais puisse se venger du fait que son frère, sa soeur a été assassiné par une tierce personne. Je suis d'accord. Ça c'est... Voilà. C'est un citoyen, on appelle ça le tribunal de la rue. C'est humain. C'est humain. Mais pas la police. La police est professionnelle. La police n'agit pas par sentiment, pas par état d'âme. La police vient pour sécuriser le criminel. C'est une obligation pour la police et l'État. La police va venir peut-être constater trop tard, la rue a tué. Enquête peut être ouverte, on va pour chercher qui a tué. Mais la police, quand la police arrive, le bandit est censé être protégé par la police jusqu'à ce qu'il soit présenté devant un juge, devant une juridiction compétente. Si un travail s'arrête là, pour l'autre, on commence à faire la mesure. Mais le policier n'est pas un juge, il ne peut pas tout faire. Ce n'est pas lui qui prononce les sanctions, ce n'est pas lui qui applique les sanctions. C'est là où il y a un problème. Les gens pensent que nous encourageons les jeunes gens à se livrer dans des actes de barbarie. Non, non. Nous protégeons que la loi. Nous disons que dans la loi, voter une loi, on dit que Congo, on a tué. Nous, on s'inscrit devant la loi. Mais si la loi n'existe pas, voilà pourquoi les autorités, souvent, personne ne pourra le dire devant la télé que non, oui, on a tué. Parce que c'est ça que non, il n'a pas tué. Donc, il n'a pas été tué. Sinon, dites qu'on peut tuer à ce moment. La loi ne permet pas à ce que les gens, les criminels, les bandits, tout ce qui m'a fait porter, ça éliminé systématiquement à la sécurité. Et même devant la population aussi. Vraiment. On devient de ça devient du gêne. Aujourd'hui, je parlerai plus sur des conventions internationales auxquelles nos pays seront ratifient. Justement, c'est un sujet, j'allais en venir là. On parlait de la compétence universelle.
sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, lorsqu'on commet un crime dans un pays, on peut être également poursuivi à l'étranger. C'est des notions assez difficiles à comprendre lorsqu'on n'est pas techniquement aguerri, mais vous qui comprenez ça, comment ça peut être aussi une éducation pour ceux qui nous suivent, c'est qu'il existe une compétence internationale en termes de droit. Parlez-nous-en un peu plus. Bon, ben, déjà le but de ma mission en Amérique, c'est justement pour implanter Paged International, parce qu'il y a Paged Togo, la Paged International qui a été créée en France depuis 2020. Là, on est venu créer, dans ma mission, c'était pour créer Paged aux États-Unis et également ici au Canada. Justement, c'est pour faire valoir la compétence universelle. Parce que nous avons compris qu'il y a une certaine protection des personnes dépositaires d'autorité publique qui violent des règles en violation du droit international, mais qui ne tiennent rien. De manière facile, de manière concrète, essayez de nous expliquer ça, parce que là c'est technique. J'en viens. Alors pourquoi nous avons créé Paged par rapport à ça? Alors, comment est-ce qu'on peut engager une compétence universelle? Il y a d'abord la compétence universelle, il y a ce qu'on appelle les crimes internationaux. La torture fait partie du crime international. Les peines ou traitements cruels, humains et dégradants sont interdits par la Convention de la lutte contre la torture, traitement cruel, humain et dégradant de 1984, qui a été signé à New York. Le Congo, on a ratifié en 2003. Le Congo a adhéré à cette convention en 2003. Ça veut dire quoi? On a vu, hein, l'affaire du Beach a été prise par la France, par la même compétence. Ah bon? Voilà. C'est à bon. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, une autorité, une personne peut commettre un crime dans un pays, quelqu'un peut se trouver poursuivi dans notre comment un crime, quand un citoyen dans notre pays peut être poursuivi dans un autre pays par la justice de ce pays-là pour un crime commis ailleurs et contre une personne qui n'est pas de ce territoire. On le voit avec le cas du président Poutine qui peut parler dans certains pays. Voilà. Donc il y a ça c'est le cas de crime contre l'humanité. Mais il y a des crimes, le cas de la convention, le crime contre l'humanité, souvent c'est difficile, souvent on demande à ce que la personne ait un domicile, comme l'affaire du Rwanda. C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse avoir un domicile dans le pays où il se retrouve. Okay. Mais non, dans la compétence universelle, on n'a pas besoin que la personne ait un domicile dans ce pays-là. Tu peux être au Congo. Tu peux être au Congo. Mais si tu arrives en Belgique, on t'arrive à trouver le Congo, mais la plainte est déposée déjà. Le juge d'instruction a déjà ouvert une information judiciaire à notre compte. Et le nom est envoyé dans tous les aéroports de ce pays-là. Dès que vous mettez les pieds, vous arrêtez. Vous arrêtez. Là, à ce moment-là, c'est la compétence universelle qui est mise en valeur. Le Congo a donc ratifié ça. Donc nous ne voulons pas vraiment mettre en œuvre la compétence universelle pour nos autorités. Mais nous voulons c'est que quand les plaintes sont déposées contre ces autorités-là, le juge national doit ouvrir l'information, doit lire le droit. Et ça évitera ce que nous sur sa vie à l'extérieur. Parce que les gens commettent, en tout cas commis une faute professionnelle qui mérite une sanction de sanctionner. C'est aussi honorer le pays, honorer aussi les gens qui les nomment. Ça casse quelque part un peu une sorte de protection que les gens ont dans leur pays. Oui, en fait, cette compétence a été mise en œuvre pour éviter comment ça s'appelle ça déjà, les gens qui s'échappent chez le pays. L'impunité. Voilà. Les gens, pour éviter l'impunité. Parce que dans la plupart des cas, les gens qui commettent la torture est connue que par une personne qui est déposée d'autorité publique. Sinon, la défense doit la torture. Donc, il faut d'abord être une autorité publique, un maire, un officier de police, un truc comme ça. C'est ceux-là qui commettent, qui torturent. À ce moment-là,
Dès que vous avez des preuves de la torture, vous avez des preuves du traitement cruel, inhumain, dégradant, qui n'ont pas trouvé la définition comme telle, quand ça devient large. À ce moment, c'est le juge qui va regarder avec les avocats qui le font pour essayer de définir au cours du procès qu'est-ce qu'un traitement cruel inhumain. Déjà, le fait de minoter quelqu'un quand on fait de minoter, exposer n'importe comment, c'est que ça constitue un traitement cruel inhumain. Même la personne qui est poursuivie, qui a commis, qui est encore plus ou moins innocent, a besoin du respect, elle mérite le respect. Quand on le prend, on le met sous les banquettes des véhicules, communément appelés BJ. On le piétine à moitié nu. Regardez, c'est le père de famille. Mais pourtant, c'est connu ça au Congo. Et c'est le traitement cruel, inhumain, dégradant qui peut ouvrir un procès à l'échelle internationale. Si on a des preuves des autorités qui se livrent à ce genre d'actes, mais nous, on peut saisir le juge national. Parce qu'avant de saisir le juge international, pour avoir la compétence universelle, il faut d'abord prouver que vous avez essayé avec le juge national et que vous avez rencontré des difficultés. Il faut démontrer ça. Parce que les juges compétents, en matière de compétence universelle, ce n'est pas le juge national. Okay. Et vous devez démontrer que vous avez essayé, mais il y a une certaine complicité, on appelle ça la complicité du chef hiérarchique. C'est-à-dire que vous avez saisi, par exemple, un commissaire de police d'un quartier quelconque, qui a commis une fois de torture, machin, tout, vous avez des preuves. Vous ne saisissez pas directement la complicité universelle, non. Vous commencez d'abord par écrire à ça, hiérarchie. Il y a plusieurs exceptions. Avec la hiérarchie ferme les yeux malgré les démonstrations, vous changez, vous allez à une autre étape. Vous rassemblez toutes les preuves à ce moment-là. Mais on continue à constater. En fait, les yeux. À ce moment, le juge peut être responsable de comprendre lui, avec ce comportement des autorités là, ce monsieur ne va jamais être jugé. Mais c'est quand même un paradoxe parce que ça, c'est des processus qui prennent très très longtemps. Généralement, c'est pas un film. C'est vrai, mais malheureusement, la justice est comme ça. La justice, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Après, mieux vaut aussi ne pas voir le problème de la justice parce qu'on peut jurer de la liberté, on peut jurer tout ce qu'on peut faire. Mais il faut s'attendre aussi à la retraite, il y a un âge. C'est quand vous avez une machine qui est engagée déjà, c'est quand vous avez une épine sous les pieds. Vous pouvez jouer avec les pouvoirs, vous pouvez jouer avec les gens qui vous protègent, mais personne ne reste éternel. Donc le meilleur à faire, c'est gérer les fonctions qu'on donne avec le respect de la population, avec le respect de la même loi. Parce que quand on nomme les gens, il y a une loi qu'on les nomme. La police, c'est une loi. Cette loi est claire. Mais il faut se prendre la partie de la pension, du salaire. Il y a aussi les interdictions. La loi portant le corps de la police. Donc il y a beaucoup de trucs qu'il faut respecter dans cette loi. Mais maintenant on respecte pas. Nous allons arriver quasiment à la fin de notre entretien. Juste deux questions. Il y a également un frein justement à la pratique de la justice qui consiste au fait que lorsque les gens vont dans un commissariat, c'est l'instructeur de la plainte qui lui-même fait le juge dans le commissariat. N'est-ce pas aussi un frein à la justice parce que ce n'est pas un spécialiste du droit en réalité, c'est un policier c'est un auxiliaire de police, c'est un auxiliaire de justice justement qui vous accueille pour faciliter la procédure, mais c'est lui-même qui s'érige en juge. N'est-ce pas aussi votre mission également essayer de pousser à ce que la justice soit réellement remise en dossier? C'est ce que le journalment aussi sur le fait de ne pas les injustices. Je parle de tout l'appareil judiciaire, en commençant par l'appareil judiciaire jusqu'au magistrat. Dans toutes les chaînes. La police, il y a la police d'intervention qui est là pour regarder ce qui se passe, appréhender les conflits qui ne sont pas censés faire la police judiciaire. Dès qu'ils apprennent, ils arrêtent les bandits, ils amènent dans leur commissariat, ils doivent les soumettre au service de la police judiciaire. Leur travail s'arrête. Le code de procédure pénale congolais est clair, mais l'applicabilité pose problème. Alors, ça pose problème. Donc, quand on amène l'appréhendé au commissariat, on le soumet au service de la police judiciaire. La police judiciaire a un délai de garde à vue. Le délai de garde à vue doit rassembler les éléments pour informer les parties.
Si dans le délai requis, il n'arrive pas tous les éléments, il doit libérer la personne. Ou défaire la personne devant le parquet, le procureur qui a le portier de poursuite. C'est lui qui décide si on peut poursuivre la personne ou pas. C'est lui qui décide. Mais aujourd'hui, on maintient les gens dans le commissariat pour demander de l'argent à leur famille. Quelque chose qu'ils ont fait. Ça, c'est comme ça. Donc, ils ont anormalisé ce qui est anormal. Ils ont normalisé ce qui est normal. Et ça devient comme ça. Bon, la police m'arrête, j'ai mon argent. Comment ça, vous avez l'argent? On ne donne pas l'argent à la police. Les policiers payent un salaire mensuel. C'est pas un commerçant, le policier. Malheureusement, ça se passe comme ça. Il y a un grand désordre. Donc, la police, il n'y a pas que la police. Hein. Aujourd'hui, même la gendarmerie en France. On est de ça, gendarmerie. Nous poursuivons les gendarmes. Nous avons un gendarme aujourd'hui qui est commandant de la gendarmerie, qui est poursuivi aujourd'hui. Le dossier, on a déjà enlevé le privilège de juridiction. Le dossier est encore bloqué au niveau du deuxième cabinet d'instruction à Brazzaville. Nous avons 2 collègues de police. Ils sont sur notre judiciaire.